Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis Jean-François Sénéchal, votre hôte et prof à l'Université Laval, passionné d'intelligence artificielle comme vous, d'enjeux sociaux. Voilà, comment allez-vous? Bienvenue à votre saison 2 d'IA Café. Yes! On s'était dit une saison 1, on va faire 10 épisodes, ça va être réglé. Finalement, on a fait beaucoup plus, puis là, on est parti pour une deuxième saison. Donc, j'espère qu'on va avoir le temps de vous en faire autant d'épisodes. Content de vous savoir de retour. Vous nous avez évidemment manqué là, pendant nos vacances cet été. Donc, deuxième saison de notre enquête sur la recherche en IA, les enjeux sociaux. Merci de nous accompagner, de nous aider, de nous accompagner avec notre tête, là, que tranquillement on essaye de concevoir, essayer de se faire une nouvelle tête à partir de nos expertises, puis faire des liens avec les expertises de nos invités et de nos collaborateurs ici. Plusieurs entrevues cette année vous attendent, évidemment. Là. C'est la formule qu'on avait gardée. Je me suis rendu compte en discutant un peu avec mes collaborateurs que je trouvais que ça donnait pas assez de place à mes collaborateurs, ces entrevues-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais souvent faire les entrevues un à un avec les invités, les futurs invités. Et avec mes collègues, là, on fera les débriefings que vous aimez bien. Donc, rassurez-vous, là, Eve, David, Fred seront de retour et vous aurez encore une fois le droit à nos débriefings. Pour cette deuxième saison aussi d'IA Café, on avait plusieurs idées. Entre autres, là, il y aura évidemment des épisodes un peu plus thématiques. On a pensé à l'analyse de certains ouvrages, donc où on se penche, on lit quelques chapitres, on vous en parle un peu. Ça vous permettra de vous donner le goût d'acheter l'ouvrage ou de vous familiariser un peu avec certains ouvrages. On a pensé à Atlas of AI, c'est Eve qui nous avait parlé de cet ouvrage-là. Ça devrait venir. On avait plusieurs idées aussi, là, des bonbons. On devrait peut-être, je sais pas, des films, des BD qui parlent d'intelligence artificielle. Des séries télé, on verra. Là. De toute façon, l'intelligence artificielle est partout ces temps-ci. Là. Il y en a littéralement partout. Donc, on verra là, on ira au gré du vent de nos intérêts, de nos passions. Autre surprise pour cette saison 2, il va y avoir des nouveaux collaborateurs. Parce qu'il y en a plusieurs que cet été, j'ai fait un appel à tous pour essayer d'avoir de nouveaux collaborateurs, pour enrichir notre équipe. Et plusieurs ont répondu à l'appel. Donc, il y a quelques nouveaux collaborateurs qui vont s'ajouter à notre équipe. J'ai bien hâte de vous les présenter. Donc, voilà, saison 2. Merci de nous accompagner dans notre enquête sur la recherche sur les enjeux éthiques et sociétaux entourant l'intelligence artificielle. Si vous avez des idées de thèmes, de contenu, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera plaisir de vous répondre, de nous mettre en lien. Évidemment, on est sur les réseaux sociaux, donc on est facile à rejoindre. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre. Donc, l'épisode devrait être probablement publié demain. Donc, pour vous, c'est quasiment en direct. Donc, 9 septembre, l'automne s'en vient. On est en plein, en tout cas, moi, je suis en plein dans la folie du début de la session universitaire. C'est plein d'étudiants, plein de masques, mais plein d'étudiants aussi. On est content de les revoir sur le campus. Et parlant de retour sur le campus, avec moi en studio et sur Zoom. Donc, mes 3 collaborateurs sont là. Donc, la grande équipe est là. Ils sont de retour, les 4 fantastiques ou mes 3 autres fantastiques. La première a passé son été sur le bord des rivières de la côte ouest canadienne et elle a respiré l'air enfumé des grands feux de forêt de la côte ouest. Ève Gaumont est là. Comment ça va? Bonjour, bien merci. Et toi? Ça va très bien. T'as aimé ton expérience de la côte ouest? Absolument. Ce fut génial. Très bon pour le moral, très bon pour la croissance personnelle et bon pour le teint aussi, de prendre un peu de soleil
être un peu moins blême, je me suis... Ouais. On se rend pas compte à quel point les profs dans les corridors universitaires sont blêmes. Hein. C'est juste sortir un peu dans le bois pour s'en rendre compte. Bienvenue, re-bienvenue au Merci, Québec merci. Bon Retour. Le second, il aime tellement les micros qu'il en achète en surplus et les laisse traîner sous mon bureau. David Beauchemin est là. Salut David. C'est pas un micro que j'ai laissé traîner, c'est des écouteurs. Ah, c'est des écouteurs. OK, en tout cas, j'ai une belle Ouais. boîte là, qui t'attend. Là. C'est ça, là. J'avais prévu de te la donner Ça va à faire un an. Noël, là, mais je te la donnerai au Noël prochain là, si tu viens pas la chercher. Bel été, David? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur mes différents projets. Là. Bon, puis gros automne. Oui, encore. Un gros projet encore qui s'en vient. Là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Là. Raconte-nous rien. Laisse-nous comme ça, là, à guiche. Un cliffhanger Un cliffhanger. pour la saison 2. À voir pour la saison 2. Que se passera-t-il avec David? Le troisième, ben Frédéric Plamondon est là, alias Fred est là aussi. Bonjour Fred, comment ça va? Salut, ça va? Gros automne, Fred. Est-ce que tu vas répondre à tes courriels cet automne ou pas? Là? Qu'est-ce qui se passe là? Ben, j'ai décidé que j'allais probablement utiliser un algorithme pour parser un peu dans ces courriels-là puis choisir les plus intéressants. Puis le reste, ben, ils attendront. Non, pour vrai, je suis vraiment dans le feu de la rentrée, moi aussi, là, avec la préparation de cours, l'encadrement des étudiants et mes propres recherches qui demandent aussi pas mal de temps. Mais comme j'ai passé l'été à faire ça, ben là, cet automne, il faut que je me concentre un petit peu sur mes étudiantes et mes étudiants qui attendent sagement de recevoir la sagesse universitaire. Oh, j'en doute, j'en doute. Bon, ben merci à vous trois d'être là aujourd'hui. On va plonger plus sérieusement sur notre sujet de la semaine. Pour cette deuxième saison, dans cet épisode d'IA Café, j'aimerais revenir sur une entrevue intrigante. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On n'avait pas eu le temps de faire encore un débriefing à propos de cette entrevue-là. Une entrevue que nous avons fait avec Dave Anctil. Donc, c'était sur l'aérobotique. C'est le terme utilisé dans l'épisode. Donc, l'AI, mais utilisé dans les robots, dans les bots, dans la sexualité, dans les bots conçus pour la sexualité, dans les robots sexuels, tout ça. Donc, c'est assurément notre entrevue, en tout cas, la plus sexy de la saison, ça, c'est très certain. C'est l'épisode qui a été publié le 3 juin. Donc, si vous le recherchez, là, c'est avec Dave Anctil, encore une fois. Je vous invite à le réécouter. De toute façon, vous ne serez pas trop perdus. Là. C'est les sujets qu'on va aborder. Ce n'est pas nécessaire de nécessairement avoir réentendu l'épisode, mais c'est un épisode passionnant. Là. Je vous invite à aller l'écouter. Rappelons que Dave Anctil est un chercheur qui se passionne, donc d'intelligence artificielle, de robotique, qui s'intéresse aux enjeux sociaux et éthiques, mais aussi aux interactions, et ça, c'est son expression, les interactions érotiques entre les humains et les machines, donc l'érotisme robotique ou érobotique. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. David, toi, tu étais présent, me semble-t-il, lors de l'entrevue. Tes souvenirs, c'est quoi qui a attiré ton attention, peut-être en le réécoutant récemment? Oui, il y a vraiment deux choses que j'ai remarqué, puis je pense qu'il a pris la peine aussi de quand même le pointer aussi là, un peu. Là. C'est quand même l'espèce d'aspect de glissement qui peut survenir dans ce genre de contexte-là, puis surtout le glissement vers l'appropriation d'un domaine qui génère de l'argent finalement de ce genre d'interaction-là, qui est l'industrie de la pornographie, qui a vraiment un intérêt, ou toutes les industries axées autour de ça, d'aller commercialiser ce genre d'interaction-là. Puis ça m'a fait réfléchir un peu à savoir, justement, il y a d'autres utilisations qu'on voit où est-ce que c'est peut-être moins flagrant, où est-ce qu'on ne voit pas comme l'espèce d'esprit commercial comme un ennemi, si on veut, comme par exemple en santé, où est-ce qu'on ne se dit pas comme « Ah, mais le médecin, il veut absolument mon bien. » Peut-être le médecin, mais peut-être qu'il y a un intérêt commercial derrière, qu'il y a des gens qui vont vouloir aller chercher d'exploiter ça. Puis là, c'est là qu'on peut avoir une espèce j'ai l'impression d'un glissement, de se dire qu'on est prêt à peut-être un petit peu plus vers nos valeurs, on est prêt à aller plus vers à en accepter plus parce que c'est un côté qui est moins stigmatisé. Puis je trouvais que cette espèce de discussion-là vraiment fait ressortir ces éléments-là plus forts, puis qu'on peut faire des parallèles intéressants avec d'autres secteurs là, qu'on pourrait voir ce genre de phénomène-là aussi. Là.
C'est vrai, mais moi, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, au moment de l'entrevue, je trouvais que ça manquait peut-être d'évidence. C'est-à-dire que tu sais, pendant l'entrevue, je le sentais que, écoute, cette technologie-là, c'est intéressant, mais les liens là, me semblaient assez évidents avec l'industrie pornographique, puis tout ça. Là. Alors que il me semble qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, ces liens-là, évidents, technologiques, mais aussi économiques, je pense que tu as raison de le dire, me semblaient assez évidents. Puis c'est quelque chose que, avec lui, c'était évident sur ce sujet-là. Puis je pense que tu fais bien de le mentionner. Peut-être que avec d'autres techniques, d'autres technologies, on se dit, c'est une technologie, c'est intéressante, mais c'est encore plus intéressant de voir, mais ça sert à quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette technologie? Pas au sens où on nous fait des cachettes, là, mais des fois, on n'en parle juste pas, mais il y a des liens peut-être évidents avec des applications, un projet écologique, économique quelconque. Qu'est-ce que tu allais ajouter? C'est ça, les intentions, je pense que c'est vraiment ça qui est très important derrière dans ce genre de choses-là, que tu pars des bonnes intentions en apparence, mais que finalement, quand tu creuses un peu, tu es comme moi, mais en fait, tout ce que tu veux, c'est faire d'argent. C'est pas parce qu'on te propose tel traitement ou on te demande d'interagir avec un robot, un médecin ou peu importe la forme que ça pourrait prendre dans le futur, que nécessairement il va avoir des bonnes intentions. Il y a quelqu'un qui peut essayer de tirer des revenus, des profits de ça. C'est là que ça peut venir intéressant de dire qu'il y a ces liens-là qui peuvent être forts, qui en apparence on ne les voit pas. Bien, dans ce cas-ci, on les voit quand même effectivement clairs, mais il y en a d'autres que si on creuse un peu, on peut voir ces mêmes genres de liens-là. C'est comme, finalement, c'est la même chose. C'est juste que lui, on le pointe plus du doigt parce que c'est plus stigmatisé, mais on peut voir exactement le même genre de choses, de relations vraiment très de forte dépendance entre deux agents, là, finalement, Ouais. entre deux personnes qui interagissent dans un milieu. Puis même que, je pense quand même dans d'autres secteurs, c'est encore pire parce qu'il y a une relation en plus de pouvoir, une certaine forme de pouvoir de connaissance qui fait en sorte que tu contrôles encore plus ça, qui peut encore plus se mettre à risque, si on veut, finalement, les utilisateurs de ce genre de trucs-là. Là. Oui, tout à fait. Ève, toi, qu'est-ce qui a attiré ton attention lorsque tu as écouté l'épisode? Ouais, moi, j'ai une marotte là, qui est le technosolutionnisme, puis ça m'a vraiment frappé dans cette entrevue-là qu'on était peut-être devant un bel exemple de technosolutionnisme. Peut-être le redéfinir, le technosolutionnisme pour... Le technosolutionnisme, c'est une théorie qui vient d'Evgeny Borisov qui nous dit que les entrepreneurs en intelligence artificielle et en technologie, en fait, c'était principalement dans le domaine des technologies, du numérique, se prennent un peu pour des super-héros et ils ont l'impression que la technologie peut répondre à tous les problèmes et que ce sera la solution ultime et que de ce fait, ils prennent peut-être pas suffisamment le temps d'explorer les autres options qui pourraient solutionner le dit problème et qui définissent pas nécessairement bien non plus les paramètres du problème, qui ne cadrent pas bien le problème. Donc, et je dis les entrepreneurs, là, mais en fait, ou les gens en IA, mais c'est tout le monde. On a tous cette idée-là qu'on n'arrête pas le progrès et que la technologie va solutionner. C'est la technologie qui va nous permettre de solutionner les problèmes sociaux, environnementaux, de Puis santé. ça, c'est un exemple flagrant de, justement, on a un problème, puis on va trouver une solution technique, puis ça passe nécessairement par l'intelligence artificielle. C'est un peu ça. Par exemple, je pense à Slotbot dont on discutait dans l'entrevue, qui est une application qui permet d'apprendre aux gens à sexter. Puis, pour citer le grand philosophe Pierre-Yves McSween, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je suis pas certaine que... Puis surtout quand on connaît les impacts écologiques de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment, la meilleure manière d'apprendre aux gens à avoir une relation saine à la sexualité? Peut-être, peut-être pas. Puis est-ce que la problématique est si grande qu'on va aller développer une application? Puis là, on revient à Kate Crawford et Atlas of AI, qui, je me permets de préciser, est dans un grand scandale actuellement, qui serait une personnalité toxique et tyrannique. Donc, ça nuance un peu. Ça remet en question le fait qu'on va en parler ou pas, peut-être. Exact. Excellent ouvrage, mais personne qui l'est peut-être un peu moins. Mais bref. Fermeture de la parenthèse. On sait que un modèle de langue, par exemple, c'est 27 voitures, je pense, David. 27 voitures pendant un an. OK, sur la dépense écologique, tu veux dire. En CO2. En CO2. Je ne sais pas exactement du nom, mais c'est dans ce genre de mesure-là. Là. C'est quand même immense. Là.
Fait que, tu sais, est-ce qu'on va... Est-ce que ça vaut la peine de polluer la voiture, la planète à hauteur de 27 voitures pour genre, ah oui, c'est cool, je sais que c'est un robot? Pas sûr. Oui, c'est vrai que le technosolutionnisme, c'est un bel exemple. On va s'en servir désormais pour illustrer peut-être ce terme-là, l'idée que il y a une technique, il y a une technologie pour résoudre un problème, puis n'est pas un problème pertinent si la technologie proposée ne peut pas permettre de résoudre ce problème. On pourrait le reformuler aussi, là. Ou c'est explorer les autres options. Là. Est-ce qu'il y a du low-tech qui pourrait mieux ou répondre également aussi bien des sexologues et compagnie? Ben oui, il y a peut-être un psy ou de l'éducation où on pourrait consacrer ces ressources-là de bien d'autres façons. Quoi, c'est de l'argent, c'est de la ressource, c'est de la technique, c'est de la pollution, tu as bien raison. Puis est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres choses? Faut au moins la poser, la question. Fred, quand tu as écouté l'entrevue, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Ça va un peu dans la même direction que ce que Ève disait, puis de ce que tu as ajouté ensuite. Ça m'a laissé à la fois enthousiaste et perplexe parce que le fait que quelqu'un qui a une formation en philosophie puis en sciences politiques s'intéresse à ces questions-là, moi, je trouve ça vraiment fameux. C'est super. J'ai trouvé ça super intéressant, en fait. En même temps, il y a plein de lumières rouges qui ont allumé sur mon tableau de bord. La première, puis pour faire référence à ça, c'est-à-dire une solution low-tech, j'aimerais ça remonter avec vous autres jusqu'en 64, 65, à peu près, donc plusieurs années en arrière. Il y a un professeur qui s'appelle, dont le nom c'est Weizenbaum, qui a inventé un petit logiciel de discussion, un chatbot en ligne qui s'appelait ELISA à ce moment-là, qui est devenu le nom de l'effet ELISA. Puis le programme était fait pour mimer un peu, pour simuler un thérapeute de vocation rogerienne qui se trouve être de la thérapie dialectique, un peu comme Socrate faisait avec les sophistes. Fait que, par exemple, aujourd'hui, comment ça va? Ça va bien? Ça va pas pire? Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis engueulé avec mon père. Ah oui, vous êtes engueulé avec votre père. Fait que tout ce que le robot faisait, c'était répéter le dernier élément sous forme de question. Ouais. C'est ça. Puis le professeur Weizenbaum, puis vous allez voir où je m'en vais avec mon anecdote, le professeur Weizenbaum a testé la machine avec son adjointe qui s'est mis à répondre à la machine sous format texte, évidemment, là, c'était pas vocal. Puis après quelques minutes, son adjointe a demandé au professeur de quitter la pièce. Donc, au grand étonnement du professeur qui a dit « Mais pourquoi est-ce que je quitterais ma pièce? C'est juste un logiciel là, qui parle. Il n'y a pas d'agentivité en arrière de ça. » C'est là que ça m'a tanné. Puis là, ce que son adjointe a répondu, c'est parce qu'on va discuter de choses personnelles. Autrement dit, l'adjointe était prête à donner des informations personnelles, des renseignements très intimes sur elle à une machine qui, contrairement un peu, puis là, il faudrait évidemment que Dave Anctil soit là pour probablement qu'il y aurait de quoi à dire là-dessus. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas pensé, mais dans la discussion qui n'est pas ressortie, c'est que cette machine-là, ELISA, n'a pas d'agentivité. Il n'y a pas une compréhension de l'agence humaine. C'est une machine qui simule l'intelligence humaine, qui simule des rapports. Puis cette simulation-là provoque chez nous un sentiment quelconque là, de bien-être. Puis là où ça m'a un peu agacé, agacé, je dirais plutôt questionné, ce interventionnisme-là pouvait être un exemple. Ça m'a un peu tanné parce que dans les faits, c'est une automatisation de la subjectivité humaine. C'est pas une agentivité, si on veut au sens premier. Puis là, je vois qu'il y a une réaction. Oui, mais pour ajouter, en plus, c'est statistique, fait que c'est encore pire. C'est vraiment juste, c'est quoi la chose la plus probable? C'est pas la chose que j'ai compris, c'est quoi qui est plus probable en lisant qu'est-ce que j'ai lu? C'est quoi ma marge d'erreur, puis où est-ce que je vais taper dedans, tu sais? Puis l'intention humaine qui arrive à l'extérieur des marges d'erreur, si on veut, tu sais, dans les c'est ça, bref, les statistiques qui sont aux marges, là, il y a un nom pour ça, mais qui me vient pas dans le moment. Ça, c'est là, est-ce qu'on peut penser à des outils, justement, ou à une forme de sexologie qui pourrait automatiser certains éléments de l'interaction, puis au-delà des marges d'erreur, opérateurs, opératrices humaines. Mais encore une fois, ce que ça fait, c'est qu'on vient en fait faire de la gestion algorithmique des rapports intimes et sexuels. Puis là, je pourrais vous remonter encore plus loin de quelques années même avant ça, en 1958. Il y a un bonhomme qui s'appelle Stafford Beer qui parlait de management cybernétique, donc de c'est précisément vers ça que ça se tourne, c'est-à-dire on conçoit que les interactions humaines se trouvent dans des contrôler l'information à travers
un feedback, un retour de l'information. Fred, il y a vraiment une grosse latence. En tout cas, bref. Merci, Fred. Il y a un petit délai, là. Je vais te laisser débrancher ta caméra. Là. Ça te permettra de réintervenir plus tard. Je vais en profiter pour faire peut-être mon intervention. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont intrigué. Puis pendant une entrevue, là, on essaie toujours de mettre en valeur notre invité. Hein. Je pense que c'est ça l'objectif. Mais je me retenais, je trépignais sur ma chaise. Puis j'aurais eu envie de poser plein d'autres questions. Un des éléments qui m'a tout de suite stimulé, c'est je me demandais pourquoi, quand moi je regarde les portraits AI, là, donc d'ailleurs j'en ai parlé à Dave juste après l'entrevue, pourquoi on ne parle pas de ce champ de la recherche en AI dans les portraits AI? Peut-être qu'on le mentionne, là, mais moi, en tout cas, là, ce que j'ai regardé comme portrait c'est le dernier rapport que j'ai lu, là, c'était le rapport, comment ça s'appelle? Portrait de l'écosystème en intelligence artificielle dans la région de Québec. Puis dans ce portrait-là, bon, les startups, là, il y en avait 100, sont regroupés en catégories, assurance, divertissement, gestion, produits manufacturiers, santé, il y en a d'autres, mais cette industrie-là, là, la porno, la sexualité, il me semble que c'est un champ qui est important en intelligence artificielle, qui investit beaucoup en intelligence artificielle, puis il me semble qu'on le voit pas souvent. Peut-être que je connais pas les mots-clés, là, mais il me semble qu'on le voit pas souvent dans ces portraits-là là, qu'on fait de l'intelligence artificielle. C'est peut-être parce que c'est un sujet qui est délicat. Mais je ne sais pas, vous, dans les portraits que vous faites, est-ce que vous voyez souvent ça? On voit santé, on voit tout ça, mais porno, c'est quoi? Ça rentre dans le divertissement? Ça rentre dans quoi? Bon, Je dirais dans le commerce. Dans le cas de l'intelligence artificielle appliquée, par exemple, dans le secteur de la pornographie, je pense que ça, je ne sais pas si eux autres le mettent dans le commerce, mais ça rentrerait dans le commerce parce que c'est fondé beaucoup sur les systèmes de recommandation, comme Dave Antil le disait. Donc, dans le but on commodifie le corps humain dans le but de répondre aux attentes de la clientèle, si on veut. Fait que je ne sais pas si eux autres, ceux qui ont fait le profil l'ont pensé, mais s'il y avait une place à le mettre, ce serait probablement dans le commerce, là, ça rentre dans cette grande industrie-là. Mais ça m'a fasciné. Moi, je trouvais que dès qu'on parle, taper dans un moteur de recherche, là, intelligence artificielle, industrie, sexualité, juste pour tester, puis vous allez voir, rapidement, ça verse dans les applications plutôt pornographiques ou un peu louches. Là. D'ailleurs, je comprends pourquoi ils appelaient ça et robotique. Là. Je pense que juste de nommer différemment, ça permet aussi de se distinguer du champ de la pornographie, tout ça, là, puis de se mettre à un autre niveau. Là. Mais il me semble qu'il y a des champs de l'intelligence artificielle dont on ne parle pas assez ou il me semble qu'ils sont là, sont représentés. Il y a de la techno, il y a du financement, mais lorsqu'on fait un portrait, on met souvent de l'avant les applications en santé, en éducation, tout ça, mais les applications militaires, les applications sexuelles, sinon pornographiques, il me semble qu'il y en a plein. Là. Pourquoi on n'en parle pas? Ou, est-ce que je rêve? Ou, il me semble que c'est pas souvent dans le portrait là, qu'on fait. Il me semble que c'est peut-être portrait de famille. Il y a les oncles là, à moustache qu'on ne veut pas trop mettre en avant. Là, sont dans le côté puis on les voit quasiment pas de la photo. Je ne sais pas. Ben, c'est vraiment mon impression, en fait. Là. J'ai l'impression que c'est peut-être des questions qui ont mauvaise presse puis qu'on essaie de pas trop aborder. Je sais que moi, c'est quand même un sujet dont j'entends relativement parler, mais différemment. Là, mais tout ce qui est le croisement sexualité et intelligence artificielle, je l'entends beaucoup sous le croisement deepfake, revenge porn, partage non consenti d'images intimes. Puis, compte tenu que ce débat-là est quand même très vivant, ça fait peut-être ombrage aux applications plus intéressantes qui pourraient découler parce que, tu sais, je me suis braquée tout à l'heure un peu avec un technosolutionniste, mais je pense qu'il y a quand même vraiment des applications qui pourraient être intéressantes, mais c'est difficile d'être le porteur de ce ballon-là quand les conférences, il y a des conférences sur conférences qui nous disent comment le deep learning peut découler avec des abus de femmes qui
des ex-partenaires vengeurs qui souhaitent briser la réputation de quelqu'un d'autre et qui développent des algorithmes, des deepfakes qui publient sur les Pornhub de ce monde pour faire... donc, je pense que c'est beaucoup cette controverse-là qui occupe toute la lumière, qui fait en sorte que le parent pauvre se retrouve à être peut-être des applications à meilleure vocation. Parce qu'il me semble que c'est peut-être pour ça là, qu'on est hésitant, là, puis quand j'entends notre discussion, puis on hésite à plusieurs endroits. Moi, je pense que c'est ça le cœur de ce qui me mettait un peu mal à l'aise, c'est qu'il me semble, derrière ces applications-là, tu sais, c'est des applications, OK, là, on met de l'avant les chats, puis on essaie de dire que ça va libérer sexuellement, puis ça devient quasiment des applications thérapeutiques. Tu sais, c'est un peu le langage qui est utilisé, mais il me semble que c'est plus que ça. C'est pas neutre. Ce qui se cache, là je me commets un peu plus, là, mais ce qui se cache derrière l'industrie de l'aérobotique, puis ce qui se cache. Ce qui est là puis c'est un éléphant dans la pièce. Ce qui est là, c'est l'industrie de la porno. Puis pendant l'entrevue, je voulais pas non plus avoir l'air du vieux prof conservateur là, qui dit qu'il comprend rien à la sexualité, de l'évolution, puis la génération montante, puis tout ça. Là. C'était plus que... Il me semble qu'on parle davantage des applications dans l'industrie de la porno que de l'érobotique ou l'érotisation, tout ça. Il me semble que les applications qu'on voit quand on fait des recherches, c'est beaucoup plus de l'ordre de ce type de sexualité-là. Ça sert certaines valeurs qui sont celles promues par l'industrie pornographique. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mal, là, mais il faut au moins dire que l'industrie de la pornographie est chargée de certaines valeurs, est chargée d'une conception de la femme, est chargée d'une conception de la sexualité, puis ça passe tranquillement via l'érobotique, là, mais il me semble que c'était parce que ça passe via l'érobotique, il y avait une image un peu plus adoucie, un peu plus thérapeutique, mais il ne faut pas manquer l'essentiel, il me semble. Il me semble que c'est l'industrie pornographique qui est derrière ce genre d'application-là. Est-ce que je me trompe ou... Ben, il me semble quand même en tout cas, je peux très bien imaginer un mouvement féministe qui s'emparerait de ces technologies-là pour un empowerment de la femme, pour une prise une réappropriation de la sexualité pour la femme. Puis je pense que c'était un des arguments que Dave Anctil défendait de manière intéressante. Est-ce que c'est ce qui se matérialise dans la réalité? Je le sais pas. Est-ce que dans les faits, tu décris pas un portrait plus réaliste? Je pourrais pas dire. Mais théoriquement, si on ne fait que théoriser, je pense pas nécessairement que les robotiques doivent porter les valeurs de la conception géante de la pornographie, à mon sens. Dans l'entrevue, il y avait... Dave avait cité Pauline Noiseux. D'ailleurs, si vous la connaissez, faites-moi signe, là, parce que moi, j'aimerais bien la rencontrer, faire une entrevue avec elle. Elle disait dans une entrevue que... En fait, c'est un texte que j'ai lu d'elle. Et là, je la cite, là, j'ai l'extrait à l'écran. « La robotique sexuelle, telle qu'elle est aujourd'hui développée sur le marché, constitue un nouveau moyen d'assurer la continuité de la domination masculine sur le plan sexuel. » Donc, la question, moi, que j'ai pas posée, puis que j'aurais aimé poser, puis que je n'ai pas pu poser, c'est dans quelle mesure on peut se permettre de parler comme ça dans un podcast de robots sexuels au service des besoins humains. Là, on parle de psychologie thérapeutique, alors que concrètement, sur le terrain, ce qui se fait, ce qui est vraiment développé, ce qui est surtout développé, c'est des robots sexuels d'ailleurs, c'est des robots, là, c'est pas des robots, des robots qui représentent des corps de femmes stéréotypés, objectifiés au sens propre, là, c'est devenu des objets monétisés au sens pur et poche de tout ça, là, au service de qui? Ben, encore une fois, c'est au service des fantasmes de monsieur blanc, hétéro, monsieur tout le monde, là, monsieur moustache. Là. Donc, je sais pas, c'est peut-être mon hétéro, c'est peut-être mon édito woke de la semaine, là, de la saison.
Mais je trouvais que c'était au cœur de l'entrevue, puis j'avais pas eu le temps. En fait, c'est plutôt dans des discussions autour de moi quand je revenais avec ce sujet-là. Toutes les fois que je disais, ah, c'est intéressant, on développe ça, tout. Wow, on développe ça, mais à quoi ça ressemble, ces robots-là? À quoi ça sert? Je pense que c'était là. Je ne sais pas. L'avez-vous senti comme ça quand vous l'avez écouté? David, Fred? Ben, moi, ce que j'ai retenu beaucoup de l'aérobotique, en fait, c'est qu'effectivement, il essayait de penser d'une façon bienveillante de réfléchir à ce genre de questions-là versus une version commerciale, là, si on veut, pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de développer des outils d'interaction humain-machine qui répondent à certains besoins. Puis ce qu'il disait, c'était en fait ce qui était très difficile à faire parce que, disait-il, il manquait une théorie sociale du bien-être sexuel. Oui. Bon, cette théorie sociale du bien-être sexuel-là, elle existe peut-être pas, mais en admettant qu'elle existe, elle servirait, si on veut, si j'ai bien compris, pour modéliser des outils propulsés ou alimentés par des systèmes d'intelligence artificielle dans le but d'émanciper, si on veut, la sexualité. Mais moi, quand j'entends, mais peut-être que j'ai mal compris, mais c'est comme ça que j'ai entendu un peu ce qui était dit. Ben, quand moi, on me dit ça comme ça, ce que j'entends, en fait, c'est on va essayer de trouver quelque chose comme un capitalisme raisonnable qui ferait en sorte de pouvoir utiliser du technologie sans démocratisation de ces technologies-là. Je vois mal comment ça peut advenir tant que ça reste dans les mains d'une industrie, par exemple. C'est un peu ça l'enjeu. Puis une théorie sociale du bien-être sexuel qui servirait pour modéliser des outils, des applications d'intelligence artificielle, mais pour moi, c'est encore un écho, si on veut, d'une gestion, d'une automatisation des rapports humains. C'est là, moi, que je vois mal comment est-ce que, sur le plan de l'éthique, on peut être en train de parler quelque chose qui pourrait être émancipatif ou émancipatoire, par exemple. De mon point de vue, ça sonne comme une demi-émancipation. Ça sonne comme si on transférait notre capacité subjective à faire des choix éthiques dans le domaine de l'intimité à une machine. C'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés à le faire ou qui vivent des problématiques à ce sujet-là. Puis ça, moi, ça me semble problématique. J'aurais aimé ça, avoir une discussion avec Devantil là-dessus, mais j'en suis là un peu dans ma... Intéressant. David, toi, t'avais-tu ressenti ça un peu? Je pense que ça fait un lien avec ta première intervention où tu disais que ça semble être une industrie qui est au service d'une certaine économie, qui avait des enjeux associés à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais ressenti au moment de l'entrevue, au moment où tu l'as écouté? Oui, j'aime bien ce que Fred a dit. Puis ça me fait penser aussi que pour donner de la personnalisation de masse, d'interaction sociale, finalement, ce qui est pas mal l'ère industrielle qu'on est, on a dépassé l'information, ben, on est rendu en masse qu'à manière automatique, puis ça va coûter rien, puis on va garder l'échelle finalement de masse qu'on est capable d'avoir. Puis j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le pas d'essayer de comme l'espèce de cruncher, là, de faire des interactions, définir ça de manière statistique, c'est ce qui est probable. On te nourrit ça, puis il y a un intérêt clairement qu'on peut voir d'aller chercher quelque chose qui est, bien, on crée un produit de toute pièce qui dit hey, je vais t'offrir quelque chose, là. David, ça va être spécifiquement pour toi si tu vas avoir ce genre de choses-là, puis tu vas pouvoir le consommer de manière comme tu le désires. Fait que ça devient, en tout cas, il y a quelque chose de comme un peu, en tout cas, de mes propres valeurs qui me ramènent à me dire que j'ai comme un malaise, c'est où la limite de ça, jusqu'où qu'on va aller, un peu comme la réflexion qu'on est actuellement à savoir toutes les publicités et les informations collectées sur soi. Y a-t-il une fin à toujours nourrir les gens, qu'est-ce qu'ils veulent spécifiquement ou essayer de leur proposer d'autres choses? Bien, on peut-tu explorer d'autres choses? Et on va te nourrir, là, un peu comme les echo chambers qu'on parle beaucoup sur les algorithmes sociaux. Bien là, est-ce qu'on va se retrouver avec le même genre de choses, mais avec la conception de la sexualité, ou ça va aller jusqu'où? Puis ça va être qui? Parce que présentement, je n'ai pas vu d'organisme ou rien qui s'est mis la main dans ce genre de questions-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être porteur de ça, comme on l'a déjà dit? Peut-être personne qui a envie de porter ce chapeau-là non plus, de pouvoir aller dire on rentre là-dedans. Tandis que les réseaux sociaux, on dirait que peut-être plus facile, on voit l'impact social direct, mais ça, c'est plus dans nos foyers, c'est quelque chose qui est plus tabou. À quel moment qu'il y a quelque chose qui va se déclencher? Va-tu être trop tard ou qu'est-ce qui va se passer? Là, je trouve ça un petit peu... peut-être pas effrayant, là, c'est fort comme mot, mais il y a quelque chose qui
Il y a quelque chose qui est agaçant. Des questions là. Exactement, agaçant. Ouais. Ça va revenir, j'imagine. Un des derniers thèmes que je voulais aborder avec vous autres, moi, je trouvais que c'était super intéressant de l'entendre à ce sujet-là. Dave, puis je trouve que les robotiques, puis tout ça, ça met ça en évidence. C'est l'idée que, tu sais, le lien entre la technologie puis l'homme, là, c'est-à-dire qu'on voit toujours que l'homme évolue un peu au rythme de la technologie ou que la technologie, on tente d'humaniser, disons, la technologie, mais on oublie aussi que l'homme aussi se technologise. Puis ça, dans le discours de Dave, moi, c'est une réflexion qui m'a vraiment nourri, là. C'est-à-dire que c'est plus clair ce lien-là, cette fracture-là entre l'homme et la machine, ça devient de moins en moins clair au fur et à mesure qu'on regarde ces technologies-là sexuelles. C'est intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'à force, on tente d'humaniser ces technologies-là, mais à force d'avoir des relations, tiens, je vais le dire comme ça, à force d'avoir des relations sexuelles avec des machines, là, c'est-à-dire que les enfants, les ados, les adultes, ont de la sexualité avec leur cellulaire, leur PC et puis tout ça, là. Cette relation-là, on tente d'humaniser la machine, mais nous autres aussi, nos relations sexuelles sont en train de se technologiser. Là. Ça s'incarne peut-être avec plus d'évidence dans une robot sexuelle, là, mais cette relation-là où notre sexualité est un peu fondue, là, on tripe quasiment plus sur la machine que sur un vrai humain qu'on peut rencontrer. Donc, nous aussi, on se déshumanise un peu en ce sens-là, où on se technologise. Donc, moi, c'est une des belles pistes de réflexion là, qui m'a nourri après l'entrevue. Je me dis, bon, c'est vrai que tu regardes là, depuis 20 ans là, comment on s'éduque sexuellement ou comment on a des relations sexuelles. On les a de plus en plus avec la machine ou des machines, que ce soit un PC, un outil amusant à gauche et à droite. Puis tranquillement, la frontière entre l'homme et la machine, le défi, c'est pas juste d'humaniser la machine. Le défi, en tout cas, la réflexion est aussi, est-ce que l'humain aussi est en train de se technologiser là, aussi pour les relations sexuelles? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je geek out aussi, là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça rejoint, ça répond peut-être à une réflexion que j'avais, qui découle aussi de ce que je fais ces temps-ci, mais sur est-ce qu'on ne devrait pas prendre le temps de réfléchir au rôle que la technologie occupe dans nos vies? Ça fait comme quelques ateliers de délibération sur le rôle de l'intelligence artificielle responsable que je fais. Puis ce sont toujours des ateliers qui sont faits avec des étudiants universitaires, donc jeunes millénarios, là. On les salue. Puis, le constat auquel on arrive toujours, peu importe sur quel angle on prend la discussion, et on finir toujours par... On arrive toujours au fait qu'il y a consensus sur « OK, là, il y a trop de technologie dans nos vies, on en est esclaves, OK, arrêtez de nous en donner, on n'en veut pas plus. » Genre, enough, là, c'est assez. Puis dans ce contexte-là, puis je pense que ça clash quand même avec le narratif où on nous dit beaucoup, les jeunes sont très technophiles, ils aiment la technologie, ils en mangent de plus en plus, ils s'intègrent de plus en plus de technologie dans leur vie. Et donc, ils seraient probablement très friands de cette nouvelle application de rencontre qui prend en compte mieux leurs besoins, de cette nouvelle application de sextage, de ce jouet sexuel connecté, qu'importe, name it. Mais je suis certaine que on lance ces discussions-là avec des jeunes et ils vont nous dire non, j'en veux pas plus, c'est assez. Moi, les relations signifiantes, les relations significatives que je veux avoir, elles sont physiques, elles sont extra-écran. Puis, je pense qu'on devrait prendre le temps en tant que société de réfléchir à ça plutôt que d'aller dans la course au développement de nouveaux outils qui finalement forcément s'insèrent dans nos vies quotidiennes. Je pense qu'on devrait prendre un moment de pause et dire est-ce qu'on veut aller là? Puis je pense quand même, somme toute, là, que Dave Anctil est peut-être assez enthousiaste d'une génération aussi qui voit peut-être, je le classerais peut-être dans une génération Mark Zuckerberg, là, probablement de même type d'âge où il voit toutes les potentialités de la technologie qui permet de changer le monde et qui n'a pas nécessairement vécu, qui n'est pas né avec, puis qui n'a pas cette nostalgie d'un passé qu'il n'a jamais connu.
Bref, très enthousiaste, mais je pense que, somme toute, avec son nouveau champ de recherche dans lequel il s'investit, il défriche aussi les possibles, puis peut-être que, tu sais, avec un aspect philosophique, sciences politiques, somme toute, donnons-lui un peu son applaudissement, il la pose, cette question-là, où on s'en va. Puis si on est pour s'en aller dans un monde sexuellement technologique, bien aussi bien qu'il y ait des chercheurs qui la pensent. Puis là-dessus, je conclue. Très bien. Oui, oui, en effet. Moi, je le vois exactement comme ça. Puis c'est intéressant, les interventions de ces discussions-là avec ces millénarios-là. L'idée que, moi, je le comprends comme ça aussi. On tente d'humaniser la machine, mais dans notre société, ou peut-être chez les jeunes, il y a cette idée-là de réhumaniser un petit peu l'homme, là, à force de le technologiser. Je pense que c'est peut-être un mouvement montant là, de... Oui, c'est correct la technologie, mais les relations humaines, je pense que les relations sexuelles humaines, on va le formuler comme ça. Ça aussi, il y a peut-être une demande pour ça ou un besoin, puis pas nécessairement un nécessaire besoin de le technologiser encore plus. Je le dirais comme ça. Avez-vous d'autres choses à ajouter, David, Fred? Oui, là-dessus, moi, Vas-y, Fred. Mais là-dessus, moi, ce que je trouve vraiment intéressant du travail que Dave Antil a fait ou fait dans le moment, c'est qu'il remet un peu à l'ordre du jour la question du déterminisme technologique en essayant de s'en sortir. Parce que, tu sais, on a tendance à considérer ces outils-là comme étant des outils, justement, qu'on va utiliser puis qui déterminent notre action dans le monde. Alors que Dave Antil, la façon dont il pose la question, c'est vraiment de montrer que non seulement en fait, pour reprendre ce que tu disais tantôt, Jeff, on n'est pas séparé de la machine. On n'est pas en train on n'a jamais été séparé de la machine, on a toujours été avec les technologies. La technologie, c'est un prolongement de nous-mêmes qui nous transforme, puis cette transformation-là amène des nouvelles technologies, puis ce genre de choses-là. Puis ce qui est intéressant dans le travail que Dave Antil fait, c'est qu'il remet ça au bout du jour en soulignant en allant voir aux marges des interactions humain-machine, puis des interactions humain-machine qui sont peut-être pas dans des technologies objectives, là, dans ton téléphone, etc., mais qui sont sur la façon dont on se fait recommander du contenu, puis la façon dont notre conception du monde est modifiée par cette recommandation de contenu. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant là-dessus. Il y a peut-être une impulsion critique qui est le fun, c'est-à-dire comment les robotiques peuvent contribuer à venir, justement, si on veut, coloniser notre conception du monde, de ce que c'est l'interaction humain-machine appliquée à la sexualité, puisque c'est un secteur de l'activité qui est vraiment, vraiment super important. Fait qu'il y a peut-être quelque chose de critique là, d'aller chercher aussi dans son travail que moi, je trouvais bien, bien intéressant. Puis, dans tous les cas, ça a toujours le mérite de poser des questions justement un peu malaisantes, puis on a besoin de ça. Vraiment intéressant. En 2021. Tout à fait. David, tu voulais ajouter? Non, rien. Tout a été dit déjà. Ben non. Tout ce que je pensais a été dit, en fait, plutôt. Voilà, en tout cas, moi, j'en aurais beaucoup à dire, puis je suis sûr que vous en auriez beaucoup à dire. Il y a beaucoup à penser. Je pense que c'est une des entrevues qui m'a le plus fait réfléchir. Ça m'a amené dans des zones où je ne pensais pas aller pendant une entrevue et aussi après une entrevue. Donc, merci. Merci d'avoir partagé vos réflexions. Je reste quand même un peu réticent. Je pense que c'est peut-être ça mon principal mouvement. Je trouvais que les robotiques puis tout le discours était un peu trop techno-enthousiaste. Puis je trouve que c'était nécessaire pour ce débriefing-là de faire les nuances, de montrer le potentiel de ces questions-là aussi, mais de montrer peut-être les zones d'ombre là, qui n'avaient pas été pas suffisamment explorées. Donc, je vais conclure peut-être avec cette citation de 2001, Odyssée de l'espace, qui reprend le nom de Dave. C'est pour ça que je l'ai trouvé. Désolé, Dave, but I'm afraid I can't do that. Rappelez-vous, là, c'est l'intelligence artificielle qui décidait de s'y opposer un peu à la demande de Dave. D'ailleurs, Dave Antil, on te salue bien bas. Merci d'avoir stimulé d'avoir généré cette discussion, ces réflexions. C'était vraiment passionnant d'abord l'entrevue, mais aussi de nous avoir donné l'occasion de réfléchir sur ce sujet encore davantage. Il y avait des nuances à faire, puis
Ben, j'espère, en tout cas. Il y en a quelques-unes de faites. On a parlé de sexe, d'intelligence artificielle, de robots sexuels. Ça aurait été peut-être facile de tomber dans la facilité. D'ailleurs, je voyais les pré-entrevues là, que lui a faites dans les médias. Là, ça volait pas toujours très haut. On le questionnait sur sa propre consommation de pornographie. Là. C'était pas vraiment joli, mais vous nous en demandez plus et on a encore une fois tenté de relever le niveau avec brio. Donc, merci Ève, merci David, merci Fred. Profitez de ce qui reste de l'été, les terrasses, le plein air et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.